de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Lucie Kabera et Steve Nyungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce dimanche 12 janvier 2020, dont voici les principales articulations. Difficultés financières des stations de lavage, différentes Sogestales, valeur employée des arriérés de plusieurs mois de salaire, en plus des crédits bancaires non remboursés. L'État burundais devra payer les dommages que le régime actuel est en train de causer aux particuliers et aux entreprises. Un homme de droit l'expliquera tout à l'heure, se basant sur les récentes saisies des biens de la Fondation Maison Shalom. Et comme tous les dimanches, on clôture le magazine avec la rubrique Ubahuka. Aujourd'hui, l'on parlera des conséquences et des risques sur l'économie burundaise de la persistante. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page justice. Les biens d'une organisation ne sont saisis ou confisqués que si et seulement si ils ont été utilisés pour commettre une infraction pour laquelle est poursuivi le responsable de cette organisation. C'est en substance la réaction de maître Isdor Rufyikiri, réaction à la saisie des immeubles et biens de la Fondation Maison Shalom par le gouvernement. Maître Isdor Rufyikiri rappelle que la personnalité juridique de Marguerite Balangitse diffère de celle de la Maison Shalom qu'elle représente. Cet homme de droit souligne également que c'est l'État qui devra payer toutes les pertes enregistrées. Maître Isdor Rufyikiri était au micro d'Emmanuel Nyungeko. La Maison Shalom a une personnalité juridique distincte de la personnalité juridique de Marguerite Balangitse, qui est une personne physique. La Maison Shalom, en tant qu'association sans but lucratif, c'est une personne morale. C'est la différence fondamentale entre les deux. Alors, quand est-ce que les biens de la Fondation devraient être saisis? Il faut d'abord que ces biens soient une propriété personnelle. Les biens de la Fondation devraient être saisis si il est établi que les biens de la Fondation ont été utilisés pour commettre l'infraction dont Marguerite Balangitse est poursuivie. Je dois préciser qu'une personne morale peut aussi être poursuivie pénalement. Dans ce cas, il y a un certain nombre de dispositions qui prévoient le genre de peine d'amende et de confiscation des biens. Ça arrive aussi, mais bien sûr, ce qu'on ne fera pas, c'est les peines privatives de liberté parce qu'une personne morale n'est pas emprisonnable. S'agissant d'une maison qui abrite des orphelins, pas jeter les orphelins dans la rue, des dispositions pratiques auraient dû être prises au préalable pour assurer la continuation de la vie de ces orphelins, qu'on pouvait garder l'établissement sous-saisi avec ce qui se trouve dedans. L'État ou la justice devait organiser comment continuer de gérer et administrer comme un bon père de famille. C'est ça la formule consacrée. Qui devra payer dans l'avenir pour les pertes enregistrées par la Fondation Maison Shalom? Les exécutants, les autorités qui ont coordonné cette opération, la justice ou le gouvernement? Tout ce monde-là que vous venez de citer, c'est le gouvernement. C'est dommage. On échange dans un contexte d'une justice qui n'en est souvent pas une. Si c'était une justice normale, libre et indépendante, cela ne devrait pas arriver. S'il s'agissait de faire une telle opération, c'est ordonné par le parquet ou par le juge. Si c'est le gouvernement ou les agents du gouvernement qui ont décidé de cette opération et que la procédure est soldée par un acquittement ou un non-lieu, c'est le gouvernement qui devrait indemniser. C'était maître Isdor Rufyikiri, ancien bâtonnier du Burundi. Une courte pause avant d'aborder les problèmes de la filière café, plus précisément des Sogestales. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
Grogne du personnel de la société de gestion des stations de lavage Sogestal Momigua. Suite à la crise financière que traverse cette société, le personnel n'a pas été rémunéré depuis déjà 9 mois. Ce personnel de la Sogestal Momigua demande d'être rétabli dans leurs droits. Le pensée avec Innocent Valentin à Singirangabo. Le personnel de la société de gestion des stations de lavage, Sogestal Momigua, affirme que leur dernier salaire date du mois de mars 2019. Et les conséquences de cette situation commencent à peser lourd sur le quotidien du personnel. Ça fait 9 mois qu'on n'a pas touché nos salaires. Depuis le mois d'avril jusqu'au mois de décembre 2019, nous n'avons pas été rémunérés. Le personnel se présente au service sans savoir leur avenir. Nous avons des promesses disant qu'on va nous rembourser, mais ce n'est pas sûr. Même si nous nous présentons au travail, nous craignons d'être renvoyés d'un moment à l'autre. On peut nous chasser. Nous sommes déjà au mois de janvier. Ce n'est pas facile. Nos sources à la Sogestal Momigua révèlent que cette société travaille à perte depuis 2017, donc non crédible pour bénéficier des crédits bancaires sans l'aval du gouvernement. Un aval qu'elle n'a pas eu l'an dernier 2019. Nous avons enregistré des pertes importantes en 2017 et en 2018. C'était vraiment catastrophique. Nous avons demandé des crédits à la banque et on nous a carrément refusé. Ils ont expliqué que nous n'avons pas de garantie de remboursement car nous achetons le kilo de café cerise à 500 francs alors que le prix au marché international est fixé à 400 francs. Ils ont annulé la ligne de crédit en 2019. Le personnel de Sogestal Momigua demande à leurs dirigeants de sortir de leur silence pour les rétablir dans leurs droits. D'abord, il faut qu'ils nous remboursent nos arriérés sur salaire. Il faut qu'ils communiquent en fait d'annoncer si l'entreprise est en faillite ou pas. Nous sommes au début de l'année, on peut aller travailler ailleurs. Nous sommes dans un dilemme, nous ne savons pas s'il y aura la campagne ou pas. S'ils veulent nous licencier, qu'ils nous donnent nos arriérés. La société de gestion des stations de lavage Sogestal Momigua dispose un personnel d'un effectif de 99 travailleurs permanents et plusieurs autres journaliers qui travaillent sur les stations de lavage. Et autres travailleurs de Sogestal qui réclament leur salaire sont ceux de la Sogestal Ngozi. Ils n'ont pas perçu de salaire depuis 7 mois. Vicky Chris Nineretse nous en dit plus. Ces employés de la Sogestal Ngozi disent mener une vie dure après 7 mois d'impayés. L'un des employés de cette Sogestal raconte. Les travailleurs journaliers et comme les permanents n'ont pas encore eu leur salaire depuis déjà 7 mois. Il y a ceux qui ont travaillé lors du traitement du café de la dernière campagne dans plus de 17 stations de lavage. Ces derniers avoisinent 1000 personnes. Pour le personnel permanent, l'effectif a été réduit progressivement suite à la crise qui traverse la filière café. Nous sommes autour de 50 et personne n'a encore eu son salaire. Non seulement le gouvernement n'a pas avalisé la Sogestal Ngozi l'an dernier pour qu'elle ait les frais de fonctionnement, mais également l'organisation de la filière café au Burundi ne permet pas aux Sogestal de gagner des bénéfices qui leur permettaient d'assurer elles-mêmes certaines de leurs dépenses, regrette cet agent de Sogestal. La cause principale, c'est que c'est le gouvernement qui fixe le prix du café à donner aux cultivateurs, mais il ne tient pas compte du prix de vente sur le marché international à un prix qui n'a pas cessé de chuter. Le gouvernement ne devrait pas s'ingérer dans le processus de fixation des prix, comme il avait privatisé le secteur. Au cas contraire, il devrait alors se charger de nous trouver aussi le marché pour que les cultivateurs et les exportateurs ayant tous du profit. Le personnel de la Sogestal Ngozi espère que le gouvernement d'ici peu pourra les avaliser de nouveau sur base des rapports de la commission mise sur pied par le gouvernement pour travailler sur la situation financière des Sogestal et évaluer les besoins dans le but de la préparation de la campagne café de cette année. Merci Vicky Chris Nineretse. Ce problème de manque de salaire du personnel ne concerne pas que ces deux Sogestal. La Sogestal Kirundo Muyinga n'a pas aussi payé son personnel depuis 12 mois
et la Sogestale Kilimiro, elle doit 17 mois de salaire à son personnel. Et parallèlement, malgré ces difficultés financières des Sogestales, le gouvernement les oblige à payer les dettes qu'elles ont contractées dans les banques, avec comme avaliseur le gouvernement du Burundi. Dans les lettres de mise en demeure sorties en date du 20 décembre de l'an dernier, le ministère des Finances réclame à ces 5 Sogestales qui sont la Sogestale Muyinga, la Sogestale Kayanza, la Sogestale Kirundo Muyinga, la Sogestale Ngozi et la Sogestale Kilimiro une somme de plus de 21 milliards de francs burundais. Le gouvernement avait donné au Sogestale 8 jours pour rembourser ses dettes sous menace de résilier tous les contrats en vigueur liant depuis 1993 le gouvernement et les Sogestales. Même si ce délai est déjà écoulé, les contrats entre le gouvernement et les Sogestales tiennent toujours. Selon les informations que la RPA détient des employés de ces différentes Sogestales, le gouvernement demande à ces sociétés de payer la totalité du crédit emprunté sans soustraire les montants déjà payés, ce que ces derniers ont alors signalé au gouvernement. Et poursuivons ce magazine avec la page Société. Les familles victimes des inondations sur les collines Nyemundu et Masango des communes Mugina et Bukinanyana de la province Cibitoke n'ont pas encore de nouvelles habitations. Les parcelles ont été disponibilisées, mais ces familles manquent les moyens de construire les maisons. Pourtant, lors de la présentation de son bilan, le ministre des Droits de l'Homme a la semaine dernière indiqué que les travaux de construction des ménages pour ces familles sont déjà en cours. Le pensée avec Walter Kwizera. Les habitants des collines Nyemundu et Masango, des communes Mugina et Bukinanyana victimes des inondations, n'ont pas encore eu d'hébergement propre à eux depuis les pluies torrentielles qui se sont battues sur leur localité dans la nuit du 4 décembre de l'année dernière. Ils occupent encore les endroits où ils ont été emmenés au moment des secours. Les habitants de Nyemundu ont été seulement délocalisés, mais on n'a pas encore commencé les travaux d'aménagement. De plus, bon nombre parmi ces habitants victimes des inondations sont dans la misère et par conséquent dans l'incapacité de se construire des habitations. Ils ne peuvent pas avoir les moyens de se construire des habitations. À part certains habitants d'ici au centre de Rugombo, les autres de ces collines n'ont pas de moyens. Ils sont pauvres. Il y a celui qui ne peut pas avoir même 1000 francs par jour alors qu'il a 10 enfants. Il y en a même qui ne parviennent pas à toucher 1000 francs par jour. La situation est ainsi alors que dans son bilan du 9 janvier de cette année, Martin Nivyabandi, ministre des Droits de l'Homme, a affirmé que les travaux ont déjà démarré pour construire des hébergements de ces victimes d'inondations. Éducation à présent, grogne des enseignants vacataires de la commune Nyanzala qui est en province Makamba contre le directeur communal de l'enseignement qui leur doit 2 mois de salaire. Ces enseignants demandent qu'ils soient payés par les directeurs de leurs écoles de prestation comme c'était auparavant. Marie-Ange Irakodze. Auparavant, les enseignants vacataires recevaient leur salaire à la direction de leurs écoles de prestation. Mais, comme l'indique la source de la RPA à Nyanzarake, depuis le début de l'année scolaire 2019-2020, le directeur de l'enseignement en commune Nyanzarake a ordonné que tout salaire des vacataires transite entre ses mains. Ainsi donc, tous les directeurs des écoles acheminent au bureau du DCE les contributions pour les salaires de ces vacataires. Ces derniers disent qu'ils viennent de passer 2 mois sans être payés. Les années précédentes, les salaires des enseignants vacataires étaient payés par les directeurs d'école. Mais au premier trimestre de cette année scolaire, le directeur communal d'enseignement a voulu que ces salaires soient payés par son bureau. Que tous les directeurs des écoles de la commune Nyanzalake collectent ces salaires afin que les enseignants vacataires aillent prendre leur salaire chez le DCE. Mais ce qui est étonnant, nous venons de commencer le deuxième trimestre sans être payés. Nous enregistrons déjà 2 mois d'arriérés. Ces enseignants vacataires demandent qu'ils soient payés par la direction des écoles de prestation. Nous avons essayé de le convaincre pour que nos salaires soient donnés par les directeurs des établissements. Malheureusement, le DCE n'a pas accepté. Nous voyons que nous travaillons pour rien. Nous demandons que les choses soient comme auparavant.
La rédaction de la RPA a essayé de joindre le directeur communal de l'enseignement dans la commune Nyanzarake. Son téléphone ne passait pas. Et page réfugiés sans transition, les réfugiés du camp d'Okakuma, originaires du Soudan du Sud, sèment la terreur dans ce camp en tuant, blessant et en pillant les réfugiés ressortissants d'autres pays. Les groupes cibles sont les réfugiés du Soudan du Nord et ceux des pays des Grands Lacs comme les Burundais, les Rwandais et les Congolais. Les détails avec Clovis Nyonzima. Ces réfugiés du camp d'Okakuma, originaires du Soudan du Sud, jouissent de l'impunité malgré la gravité des crimes qu'ils commettent. Selon nos sources à Kakuma, même ceux qui se font arrêter pour avoir tué sont vite relâchés, moyennant paiement d'une certaine somme. Ce réfugié du camp d'Okakuma témoigne. Le problème que nous avons ici dans le camp, on dirait que nous sommes sous la protection de personne. Les Nuélés du camp tuent sans être inquiétés. Nous, ressortissants des pays des Grands Lacs, sommes visés. Ils attaquent par exemple les Burundais et les Rwandais et quand nous dégageons de nos maisons, ils viennent pour piller et détruire nos maisons. En 2014, nous avons perdu 3 ressortissants des pays des Grands Lacs. Le mois dernier, 5 ressortissants du Soudan du Nord sont morts et 3 Congolais et 3 Burundais ont été blessés. 400 parmi les bourreaux ont été arrêtés mais relâchés par la suite, moyennant une somme de $200 américains chacun. Aujourd'hui, les réfugiés du camp d'Okakuma demandent que leur protection soit renforcée. Nous demandons que notre sécurité soit garantie, mais aussi il faut que ce groupe de réfugiés sud-soudanais soit isolé pour les redresser afin de les rappeler comment cohabiter avec les autres. Nous n'avons pas encore pu joindre les responsables du camp d'Okakuma ainsi que le chargé de la sécurité dans ce camp. Merci à toi aussi Clovis Nyonzima. Et place maintenant à la rubrique Ubahuka avant de clore le magazine. Un expert en économie va nous dire les conséquences liées à la pénurie des devises dans le pays si ce problème n'est pas résolu le plus tôt possible. Cet économiste va donner des explications en partant du cas de l'industrie Brarodi qui se trouve actuellement dans les difficultés de fonctionnement suite à ce problème de devises. La rubrique Kobahuka vous est présentée par Nadège Ilakodze. Ubahuka. La crise politique qui vient de durer 4 ans au Burundi a affecté différents secteurs de la vie du pays. Le secteur de l'économie n'a pas été épargné, d'où l'on observe un manque criant des devises, ce qui fait que certaines industries locales qui ont besoin de ces devises pour importer certains produits de l'étranger ne peuvent plus fonctionner comme avant, quand l'économie du pays était encore stable. Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nous allons prendre pour cas illustratif la brasserie et la limonaterie du Burundi qui est en train de sombrer financièrement à cause de cette pénurie des devises remarquable dans le pays. Notre invité dans cette rubrique, c'est Faustin Ndikumana, consultant indépendant dans le domaine de l'économie. Au micro, c'est Nadège Ilakodze, bienvenue. L'industrie Brarodi présente des difficultés de fonctionnement depuis un certain temps, des difficultés liées en grande partie au fait que le gouvernement du Burundi n'est plus en mesure de donner des devises à cette industrie pour qu'elle puisse fabriquer les différentes sortes de boissons. Clovis Nyonzima revient sur la situation financière actuelle au sein de la Brarodi. Depuis le début de la crise politique au Burundi en 2015, les informations dignes de foi que détient la RPA indiquent que l'industrie Brarodi ne pouvait plus avoir suffisamment de devises pour importer les matières premières nécessaires à la fabrication de toutes les sortes de boissons qu'elle produisait normalement. La Brarodi a besoin de 11 millions de dollars américains par mois pour pouvoir fonctionner sans problème. Les mêmes informations affirment que l'entreprise Brarodi produit aujourd'hui la moitié de sa production habituelle à cause du manque de devises dans le pays. Sur les 16 sortes de boissons fabriquées par cette industrie, 9 seulement sont disponibles dans le pays. Les mêmes informations indiquent que certains produits de la Brarodi sont inexistants sur le marché depuis plusieurs mois. Par exemple, le Fanta Coca-Cola totalise 6 mois sans être fabriqué. Même pour les boissons encore disponibles sur le marché, la Brarodi ne peut plus les fabriquer toutes en même temps.
Selon une source de la RPA au sein du personnel de la Braroudi, au moment où cette industrie avait l'habitude de réserver un stock de matières premières et des pièces de rechange pour les machines, pouvant tenir durant une période de 6 mois sans importer quoi que ce soit, aujourd'hui ce stock est vide depuis fin 2015. Pire encore, notre source informe que la Braroudi vient de passer 4 ans sans payer les intérêts sur le capital que détient la Heineken dans cette entreprise. Une dette qui va jusqu'à plus de 180 millions d'euros. Au moment où la Braroudi avait l'habitude de se tourner vers la Heineken pour lui demander de l'aide en cas de manque de devises, les informations que détient la RPA affirment que la Heineken n'a plus confiance en cette industrie et que par conséquent, elle a annoncé qu'elle ne pouvait plus accorder de crédit à la Braroudi. Selon la même source, la Braroudi a déjà procédé à la réduction de son personnel pour diminuer la masse salariale. Au moment où la Braroudi est en mauvaise situation financière, alors que c'était une industrie puissante dans le pays, comment se présente l'économie du pays en général? Dans cette rubrique, Faustin Ndikumana va répondre aux différentes questions en rapport avec ce problème de manque de devises au Burundi. Bonjour Monsieur Faustin Ndikumana, bienvenue dans la rubrique Ouaouka. Bonjour, oui, de nous avoir invités. Que représente l'industrie Braroudi dans l'économie du pays? Quel est son apport financier dans l'économie du pays? Le poids de la Braroudi au niveau de l'économie burundaise est très énorme. D'abord, si on analyse le revenu en chiffre d'affaires depuis 236 millions d'euros, selon les rapports sortis en 2014, et avec les fournitures locales de 13 millions, c'est-à-dire que Braroudi injecte à travers les achats de fournitures au niveau local un revenu d'environ 30 milliards de francs. Et ça veut dire 47 millions dont elle a besoin pour importer à l'extérieur. Au niveau de la valeur ajoutée, au niveau du PIB, c'est presque 200 milliards de francs. Et dans cette valeur ajoutée, le poids des taxes et taxes est très élevé, contribue à plus de 100 milliards, environ même 150 milliards de francs. C'est dans ce rapport. Et sans oublier aussi les salaires payés à ses agents, à ses employés, et aussi le bénéfice. Parce que Braroudi avait un bénéfice à environ de 12 millions d'euros, d'environ plus de 30 milliards de francs. Une partie, 7 millions transférés à Heineken et l'autre partie, environ 5 millions d'euros qui étaient séparés sous forme de bénéfices. Donc, il y a des bénéfices comme dividendes et tout ce montant de taxes. Donc, il y a alors ces achats, des revenus distribués à travers ces achats au niveau de ce qui fournissent les biens et services à la Braroudi comme matière première. Donc le poids est énorme et je dois dire que 150 milliards par exemple de recettes, c'était environ à peu près 25% des recettes fiscales à l'époque. Si on analyse au niveau des impôts sur le revenu des entreprises, on disait que 10% des entreprises contribuent à plus de 9% dans ces recettes des impôts sur le revenu des entreprises. Mais Braroudi, dans ce 10%, faut tailler la casse du Rio. 50%. Donc, c'est une entreprise qui a un poids économique énorme. C'est pour cela même qu'il commence à avoir des problèmes si l'environnement macroéconomique est perturbé. La Braroudi ne peut plus fabriquer certaines boissons à cause du manque de devises nécessaires à l'achat des matières premières utilisées dans la production de ces boissons, alors que la Braroudi était parmi les industries qui étaient priorisées par l'État dans l'octroi des devises. Si vous analysez cette situation, comment se présentent actuellement les caisses de l'État? Les caisses de l'État, au niveau des francs, il y a ce qu'on appelle les réserves en devises. Là, nous sommes en train d'analyser la capacité de paiement et la balance de paiement dans le pays. Donc, au niveau du mois de réserve d'importation, normalement, il fallait que ça soit 5 ou 6 mois. Mais dans les récentes publications de la Banque centrale, le nombre de mois de réserve d'importation était déjà à 1 mois, voire même moins d'1 mois. La situation devient alors difficile parce que la plus grande partie des biens et services qu'utilisent les Braroudi, même ceux que nous consommons ici au niveau local en produits manufacturés, nous viennent de l'étranger. Donc, il faut alors les acheter avec des devises. On ne va pas les acheter avec des francs. Même si les caisses de l'État étaient remplies en francs, le problème reste. Alors, ce manque de devises frappe Braroudi justement parce que si on analyse ce rapport, les fournitures extérieures étaient évaluées à 47 millions d'euros. C'est énorme. Je ne crois même pas qu'au niveau de l'exportation du café, on parvient même à mobiliser 47 millions d'euros, qui équivalent à environ 60 millions de dollars. Donc, les besoins de la Braroudi en devises sont énormes
il faut une capacité alors de mobilisation des devises pour que cette disponibilité soit évidente. Sinon, les difficultés doivent se faire sentir immédiatement. Quand il dit que le nombre de 2 mois de réserve d'importation est déjà 1, c'est la situation difficile parce que la moyenne c'est de 3 mois. Si on est à 1 mois, la situation est difficile. umunyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura k'umutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Et si cette situation perdure, quelles seront les conséquences sur l'économie du pays? Les conséquences d'abord c'est au niveau budgétaire, le manque à gagner à ces recettes qui étaient perçues, ça peut affecter la capacité de l'État à financer les services publics au niveau santé, éducation. Déjà la situation était difficilement, sans oublier la montée peut-être des arriérés de paiement parce que il y a risque de voir certaines factures du secteur privé qui ne sont pas payées régulièrement. Vous savez même que dans le temps il y avait des problèmes récurrents au niveau du règlement des factures, surtout dans certains hôpitaux. Il y a ce qu'on appelle une tension au niveau des dépenses quand la situation est comme ça. Le risque est que l'État peut continuer à s'endetter de façon démesurée, bien recourir à la planche à billets, ce qui doit continuer à dévaluer le franc au niveau interne, même au niveau externe. Donc la situation du chômage, la situation du chômage peut s'arrêter parce que les entreprises, quand elles ne sont pas en train de produire, quand elles diminuent la capacité de production, immédiatement elles doivent prendre des mesures liées à la maîtrise des charges. Quand on veut maîtriser les charges, alors chaque entreprise qui veut maîtriser les charges commence à limiter les charges du personnel. C'est pour cela que des fois, il y a une partie du personnel qui est renvoyée au chômage technique ou bien définitive. Donc, pour ces ménages, c'est une difficulté. C'est aussi le pouvoir d'achat de la population qui diminue. Parce que quand, dans un pays où le chômage augmente, la capacité de la demande aussi diminue, ce qui affecte même la capacité de produire de ces entreprises. Parce qu'on va continuer à produire même sans vendre. L'entreprise de Bravoudi, c'est une entreprise qui est partie du capital étranger. Ça veut dire la Bravoudi, c'est la concrétisation du système d'investissement direct étranger. Si la Bravoudi a des problèmes, c'est un mauvais signal au niveau même des investissements directs étrangers qui pourraient venir. Parce que si des investisseurs potentiels voudraient bien quand même amener le capital au Burundi, s'ils voient de telles difficultés pour une entreprise qui était aussi bien implantée, aussi forte, c'est un mauvais signal. Et au niveau même d'autres investissements directs étrangers qui pourraient même faire que ce niveau de devises puisse être relevé. Comment se présentent les autres industries locales si la Bravoudi, qui était en bonne situation financière, ne fonctionne pas comme avant? Bon, la Bravoudi, c'est une entreprise avec un poids énorme, mais je l'ai dit, il doit commencer à sentir cette situation, mais aussi au niveau des entreprises, dans les différentes réunions qui sont organisées au sein de la CFCIB, secteur privé, toujours tout le monde écrit au niveau du manque de nécessité de devises. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'entreprises ici en import-export, beaucoup d'entreprises burundaises, même s'ils produisent sur place, une grande partie des matières premières, des produits semi-finis, doivent être importés de l'étranger. Quand alors la disponibilité de devises au niveau classique, au sein du secteur bancaire n'est plus là, ça affecte au niveau des prix, parce que ils doivent se débrouiller pour avoir ces devises, des fois avec un taux de change élevé. Donc, c'est au niveau de l'inflation, c'est au niveau de la capacité de production, c'est au niveau alors du pouvoir d'achat de la population. La situation devient comme un cercle vicieux et qui finalement il sera difficile à casser s'il n'y a pas de mesures énergiques qui sont prises. Quelles sont les solutions pour que la Bravoudi ainsi que les autres industries locales puissent encore une fois bien fonctionner, aussi pour que l'économie du pays puisse se relever? Si on a déjà vu que le problème est le manque de devises, il faut que le gouvernement puisse prendre des mesures pour disposer ces devises. Les autres gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent contacter ce qu'on appelle des crédits d'urgence à l'extérieur pour soutenir la balance locale ou la balance commerciale. Ça se fait ailleurs. On doit chercher des amis ou bien
dans les institutions et on condamne un crédit d'urgence et puis on réalimente les liquidités, l'économie fonctionne et puis on commencera à rembourser ces crédits après avoir redynamisé notre appareil productif. Il faut qu'il y ait la normalisation des relations entre ces partenaires traditionnels comme d'autres pays. Dans ce cas, alors, c'est l'assainissement de la situation politique, l'assainissement de la situation intérieure au Burundi qui doit aussi contribuer à ce que ces bailleurs de fonds, ces investissements directs étrangers puissent revenir au Burundi. À court terme, c'est la disponibilité de devises immédiatement. Mais à long terme, à moyen terme, c'est l'assainissement de la situation politique et l'image du Burundi pour que les relations, les visiteurs, les relations avec nos partenaires puissent devenir normales pour que le Burundi aussi retrouve les avantages que d'autres pays sont en train de percevoir par rapport au financement extérieur. Monsieur Faustin Ndikumana, je vous remercie. Merci. C'est par ici que nous clôturons la rubrique Uwaruka de ce dimanche, dans laquelle nous nous sommes focalisés sur les difficultés financières qui paralysent le fonctionnement de l'industrie Brarudi depuis 2015, suite à la crise politique au Burundi, une crise dont l'une des conséquences est la pénurie des devises dans le pays, ce qui empêche le bon fonctionnement des industries locales. Merci à notre invité Faustin Ndikumana pour ses avis. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. À la prochaine. Uwaruka. Merci à toi aussi Nadège Irakodze. C'est par ici donc que nous bouclons le magazine Humura Burundi d'aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. 12 janvier, c'est le 83e jour de détention de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu. Une pensée à eux. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.